Ok, bonsoir à tous. Donc, le thème de ce soir est la rencontre entre Yaakov et Esav, une rencontre très importante et qui commence avec les mots, la préparation de Yaakov à cette rencontre avant Yaakov. Et on va lire dans le Chumash. Je voudrais partager avec vous l'écran où on va voir ce que Yaakov nous dit et le message qu'il envoie à Esav et pourquoi ce message est important, ce que Rashi nous dit, etc. Donc, la Torah nous dit la chose suivante. Shlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv, atzah seir sde Edom. Yaakov a envoyé des messagers vers Esav, son frère, à terre de Seir, dans les champs de Edom. Esav atam le mort, il leur dit la chose suivante. Quand on me l'a donné l'Esav, voilà ce que je vous demande de dire à mon maître Esav. Comme Ravdecha, Yaakov, voilà ce que ton serviteur Yaakov dit. Im Lavan garti, j'ai habité avec Lavan. Vaïchal adata, et j'étais retardé jusqu'à maintenant. Vahil et Shov Chamor, j'ai eu des bœufs, Chamor, des ânes, Tson, des petits bétails, Veved, Beshifra, des serviteurs, Vashlach halagil a donné l'imsochem benecha, j'envoie tout ça, tous les cadeaux qu'il va donner, pour trouver grâce à tes yeux. Yaakov donc se prépare à la rencontre avec Esav. Rivka lui avait envoyé un message qu'il est temps de rentrer, Hachem l'a dit, il est temps de rentrer. Donc il se prépare et dans sa tête, comme le rabbin nous l'explique, il va rencontrer son frère. Alors peut-être que les relations ne sont pas les meilleures qu'est-ce qu'aurait pu être, mais c'est quand même son frère. Donc il va rencontrer son frère, qui est Esav, et il se prépare. Alors pour le calmer un peu, tant que les relations n'étaient pas toujours les plus positives, il va décider d'envoyer des cadeaux. Et il envoie ces cadeaux, mais avec les cadeaux, il y a un message. Et le premier message qu'il va dire, donc, Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan. Et Rashi essaie de comprendre quel est ce message. Quel intérêt de dire à Esav, Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan. Et Rashi nous donne deux explications. La première, c'est Garti, j'ai habité. Et je ne suis pas devenu quelqu'un d'important, là-bas chez Lavan, mais j'étais un étranger. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine de me haïr à cause des brachot de ton père, chez Bechani qui m'a donné, donc le problème de la bracha, que dans ta tête, j'ai volé ta bracha, et avec vers la bracha qui était que je vais être le patron, si on peut dire, le plus grand des deux, ne t'inquiète pas, cette bracha-là ne s'est pas accomplie, aucune raison de m'haïr, elle ne s'est pas accomplie. Donc c'est ça le message, que Yaakov veut dire à Esav, ne t'inquiète pas, tu me hais à cause des brachot, ben, honnêtement, je dois te dire que les brachot n'ont pas été appliqués, il n'y a pas de brachot, donc tu n'as aucune raison de m'haïr. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, Garti begmatria taryag. Le message que Lavan, pendant que Yaakov envoie à Esav, c'est que j'ai habité avec Lavan. Garti, c'est les mêmes lettres et les mêmes gematria que Taryag. Kloma, c'est-à-dire, Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, c'est vrai. Mais Taryag mitzvot, j'ai gardé les 613 mitzvot. Je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Je n'ai pas été influencé par Lavan, mais au contraire, j'ai fait toutes les mitzvot. Quel est ce message? Alors, pour comprendre l'importance de ce message, il faut comprendre l'importance de la rencontre entre Yaakov et Esav. Ce n'était pas juste une rencontre entre deux frères, c'est une rencontre entre deux mondes qui veulent se mettre en place. Yaakov et Esav, la Chassidut nous apprennent, viennent effectivement de deux mondes complètement différents. Yaakov vient du monde de Tikkun, Esav vient du monde de Tov. Alors ça veut dire quoi? Nous avons souvent la compréhension du monde de Tikkun, du monde de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est quelque chose des termes qui nous sont familiers, on en parle souvent, mais qui font partie du monde de Tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Hachem a créé le monde, dans le monde de Hatzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya, il y a des étapes différentes de création. Et le monde tel qu'il est à partir du monde de Hatzilut, eh bien, les sphirotes travaillent ensemble. Repartons depuis le début, commençons par le commencement. Quels sont ces quatre mondes-là? Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on ne va pas rentrer dans un shiur uniquement sur ça, mais pour mentionner de manière très facile, très simple, très basique, chaque monde est une étape de création, une étape de développement. Et de manière générale, on peut établir
ou diviser toute création, et c'est vrai pour toute création, c'est vrai pour tout projet, en 4 étapes. La première étape, c'est l'idée, le concept. Aujourd'hui, je vais donner un shiur. C'est une idée, c'est un concept. C'est dans les bandes dessinées, l'ampoule qui s'allume. C'est vraiment un point de départ. Puis, on développe ce concept-là dans les grandes lignes. Puis, on passe des grandes lignes aux détails d'un plan, mais vraiment dans tous les détails, comme dans une construction. Je vais revenir à l'exemple d'une construction, et on passe à l'action. Prenons l'exemple de la construction de maison. La raison pour laquelle je prends cet exemple, c'est parce qu'il est ramené dans la Chassidut, parce qu'après tout, quand Hachem a créé le monde, ce qu'il voulait, c'est avoir une dira betartenim, une habitation ici-bas, dans le monde ici-bas sur terre. Donc Hachem a un projet. Première étape, c'est ma maison. Je voudrais avoir une maison. C'est le monde de Hatzilut. Deuxième étape, comme dans toute maison, c'est les grandes lignes. Quel est mon budget? Quels sont mes besoins? Quelles sont plus ou moins les règles, si on peut dire, de l'architecture, les règles de la physique, qui fait que ma maison doit tenir le coup et doit avoir un sens, si on peut dire, au niveau architecture, au niveau des lois de la physique. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est les plans détaillés. Et la quatrième étape, c'est le monde de l'action. On construit la maison. Alors, bien sûr, dans chacune de ces étapes-là, on peut diviser ça encore en plus, qui sont les 10 sphirotes. Je parle, par exemple, on a fini avec le monde de l'action, on passe à la construction de la maison. La construction de la maison, encore une fois, ça se passe en étapes. Ce n'est pas que tout d'un coup, on construit sans réfléchir. On a besoin de construire, on a besoin de réfléchir, on a besoin de plusieurs choses. Donc, chaque étape a ces 10 étapes aussi, qui sont les différentes de création. Dans notre monde, et c'est vrai à partir du monde de Hatzilut, dans le monde de Bria, dans le monde d'Etzira, dans le monde d'Asiya, ces 10 sphérotes-là travaillent ensemble. C'est-à-dire, quand j'ai un projet, une partie de moi peut me dire, on va y aller à fond. Disons, prenons l'exemple de la maison. Okay? J'ai une partie de moi qui me dit, cette maison-là, on va investir 100 millions d'euros dedans. Il va y avoir tout le luxe moderne qu'on puisse avoir. Ça va être la technologie de dernier cri. On va avoir le top du top du top. Rien qui va nous arrêter. On va aller au maximum. Il y a une autre partie de moi-même qui va dire, attention, Baba, on ne va pas aller ça. On a un budget. On ne va pas dépenser 100 millions d'euros parce qu'on ne les a pas. Même si on les avait, ce serait du gâchis. On s'arrête à 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, quel que soit le chiffre. Et il y a bien sûr un équilibre qui va se mettre. Un équilibre va se mettre en place. Il va être entre d'un côté dépenser au maximum, de l'autre côté ne rien dépenser. Il y a un équilibre qui va se mettre en place. Ces sphérotes marchent ensemble. Le chesed, qui est la générosité, qui est l'abondance, on y va jusqu'au bout, et le gvura, qui sont les limites, se retrouvent et créent un équilibre ensemble. Et c'est vrai pour tout un tas de choses. C'est vrai quand je veux donner des shurim, j'apprécie la possibilité de pouvoir donner des shurim, je vais me donner des shurim. Est-ce que je peux dire oui, et enseigner, donner des shurim 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, si ce n'est pas par Zoom? Non. Parce que si je donne des shurim 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien après jour numéro 1, jour numéro 2, je vais m'effondrer. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Donc, même si de mon côté, je voudrais bien donner du chesed, partager, donner, ce n'est pas possible. J'ai besoin d'avoir une retenue, d'avoir me dire, OK, si je veux continuer à donner des shurim, il faut qu'à un moment, il faut que je pense à moi. Que je me mette à boire, à manger, je dorme, etc. Donc, il y a ce genre de choses à faire. Okay? Même si c'est la même chose au niveau mifsaïm ou n'importe quoi, donner tzedaka, je ne peux pas tout donner, tout ce que j'ai, du jour au lendemain. À un moment, il faut que je m'arrête, parce que si je donne tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne peux rien donner à la tzedaka demain. Donc, le point étant que dans notre monde, chesed et gvura marchent ensemble. Mais avant de pouvoir avoir des éléments qui marchent ensemble, qui sont les éléments qui définissent le monde de tikkun, le monde de réparation, les choses sont ensemble. Hachem avait besoin de créer ces éléments de manière séparée. Les 10 sphérotes, avant qu'elles puissent travailler ensemble, il faut qu'elles existent. Donc, il y a une étape avant la création, avant de pouvoir cette capacité de faire les choses travailler ensemble, on a besoin de faire en sorte que ces 10 sphérotes existent. On va créer le chesed, on va créer le gvura, etc.
cette étape-là, dans la création, c'est ce qu'on appelle le monde de Tohu. Comme on le dit dans Bereshit, qu'avant toute la création du monde, arrête cette Tohu Vavo. Le monde est un monde chaotique, c'est comme ça qu'on traduit, le monde de Tohu, où chaque sphira était séparée. Il n'y avait pas justement cette entête, cette interaction entre les sphirotes, chacune était séparée. Et non seulement chacune était séparée, chacune était absolue. Ce qui est nécessaire à cette époque-là, à cette époque, à ce stage, je veux dire. Encore une fois, avant de pouvoir avoir des choses qui travaillent ensemble, il faut que je les ai séparées. Si je veux construire quelque chose, un meuble de Ikea, ben, je ne commence pas à mettre les choses ensemble. Il faut que j'ai mes vis d'un côté, mon bois de l'autre, mes planches, ma colle. Une fois que j'ai tous les éléments, je peux les mettre ensemble. Pour prendre un autre exemple, si je veux faire une peinture, un tableau, je ne veux pas mélanger toutes mes couleurs ensemble. Sinon, si vous vous rappelez du jardin d'enfant, quand on mélange toutes les couleurs ensemble, on a une espèce de gris marron qui est complètement inacceptable. On ne peut pas s'en servir. On a besoin d'avoir mes couleurs séparées. Donc, j'ai ma palette avec mon rouge et mon jaune et mon bleu et mon vert, etc. Chacun séparé. Et une fois que j'ai ça séparé, à ce moment-là, je peux les mettre ensemble sur un canevas de manière belle, harmonieuse et positive. Mais donc, avant d'avoir tous ces éléments qui vont travailler ensemble, il faut que chacun soit séparé. Et chacun est absolu, dans le sens où, encore une fois, je reprends l'exemple de ma palette, le rouge, il est rouge. Ah, je peux mélanger le rouge et le vert, peut-être, mais pour l'instant, je ne vais pas les mélanger. Le rouge est rouge, le vert est vert, le jaune est jaune, etc. Chaque chose est séparée, chaque chose est soi-même au maximum. C'est le monde de Tohu. Esav vient de ce monde-là. Un monde d'absolu. Un monde sans retenue, sans limite. Yaakov, lui, c'est le monde de Tikkun, où les choses, au contraire, sont harmonieuses, les choses sont structurées, il y a une collaboration. Ça, c'est l'expérience de Yaakov. Et donc, on retrouve ça ici sur Terre. Quand il y a deux personnages, Yaakov et Esav, ces deux personnes-là, Esav est dans un monde de l'absolu. C'est un monde de la passion. Un monde sans limite. C'est un peu pour nous le monde de l'émotion, où on a des émotions qui, des fois, sont tellement fortes qu'on a du mal à les contrôler. Et on fait des bêtises parce qu'on est contrôlé par nos émotions. Ou bien les enfants qui n'ont pas encore appris à se développer, qui vivent dans ce monde d'émotions pures, qui peuvent se rouler par terre en pleurs parce qu'ils n'ont pas eu un bonbon, qui ne savent pas encore contrôler leurs émotions, qui ne savent pas encore que c'est vrai que tu veux vouloir ton bonbon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu l'aies. Et tu peux continuer ta vie, même si tu ne vas pas recevoir ce bonbon. Ce n'est pas grave. On a besoin d'apprendre ça. Donc, Yaakov et Esav, la rencontre entre Yaakov et Esav, c'est quoi? La rencontre entre Yaakov et Esav, c'est ces deux mondes qui vont se rencontrer. Un monde de passion, un monde de ferveur, un monde d'émotion, mais qui n'est pas encore contrôlé, limité. Je dirais calibré, bien canalisé. Yaakov est la personne qui va pouvoir donner une direction à ses émotions, une direction à cette passion, une limite à cette passion. Mais pour ça, il faut que Yaakov et Esav puissent collaborer, puissent travailler ensemble. S'ils ne vont pas collaborer, on n'aura pas ça. Et chacun va rester de son côté, ce qui est dommage. C'est d'ailleurs un peu ce que Rivka voulait faire au début. Quand Rivka envoie Yaakov chercher les brachot, prendre les brachot de chez Yitzhak, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un espèce de composé de Yaakov et de Esav. Elle ne veut pas que Esav ne reçoive pas les brachot. Elle aurait pu dire à Yitzhak, tu sais quoi, Esav, ça ne vaut rien, tu vois, toi, tu ne vois pas parce que tu es aveugle, mais sache que ton fils Esav, il ne vaut pas grand-chose. Elle n'a pas fait. D'abord parce qu'elle aimait Esav aussi. On a peut-être des fois l'impression que Rivka n'aimait pas Esav. C'était son fils, au même titre que Yaakov. Et c'était une maman juive qui aimait son fils. Esav était toujours là pour elle. D'ailleurs, il y a un passage qui nous dit qu'on parle de Rivka, Em Yaakov ve'Esav, la mère de Yaakov et de Esav. Le Cheskoni nous dit sur ce passouk, pourquoi on a ce passouk? Rachid nous dit, je ne sais pas ce que passouk vient nous apprendre. D'ailleurs, le Cheskoni nous dit que ce passouk vient nous apprendre que Rivka aimait Esav aussi, comme Yaakov. Mais ce qu'elle voulait faire pour les brachot, c'est créer ce composé de moitié Yaakov, moitié Esav. Comme Yitzhak l'a exprimé si beau, de manière si belle. Akol kol Yaakov yedam yed Esav. La voix est la voix de Yaakov, c'est la voix de la raison, mais les mains, l'action, c'est la passion de Esav. Ça aurait été l'être idéal. Ça aurait été ce mélange idéal. On a une passion qui est dirigée et contrôlée par la voix de Yaakov. Et c'est ça, cet être-là, cette entité, qui va recevoir ces brachot. Alors bien sûr, c'est Yaakov à l'intérieur. Et ça, c'est juste les vêtements. Mais c'est ce que Rivka voulait créer. Et elle va déclencher ce mécanisme. Elle va déclencher ça, ce mélange
bien cette collaboration entre Yaakov et Esav. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, ça ne va pas encore bien se passer. Parce que Esav et Yaakov, et surtout Esav, n'est pas encore prêt. Esav voit ça, il est encore dans le monde de l'émotion sans contrôle. Il dit, je ne vais pas laisser le contrôle, je ne vais pas m'abandonner, je ne vais pas laisser Yaakov me dire quoi faire et comment faire. Je ne suis pas prêt à être contrôlé. 22 ans plus tard, Yaakov et Esav se retrouvent. Et le message de Yaakov, en envoyant ce message vers Esav, c'est « Moi, de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Est-ce que toi, tu es prêt maintenant ?» Et on va pouvoir finalement, sauf, après tant d'années, pouvoir travailler ensemble et faire venir Mashiach. Parce que c'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est le moment où Yaakov et Esav vont vivre ensemble. Où Yaakov et Esav vont se retrouver et finalement collaborer. Où Esav va offrir sa passion, sa ferveur, son investissement dans le monde, parce qu'après, comme la Gemara nous dit, au nom de si je ne me trompe pas, que les Romains ont fait tellement bien en Israël, dans le sens où ils ont développé toute une infrastructure, etc. C'est-à-dire que Esav, effectivement, développe tout ça. Le monde qu'on a, la recherche scientifique, les découvertes médicales, l'Internet, etc., tout ça, toute la science et la technologie qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été développé dans les Shivot. Ça a été développé dans le monde de ça. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de chercheurs qui sont juifs, mais c'est une approche, une science qui n'est pas la science de la Torah. Parce que c'est le monde de Esav. C'est la contribution de Esav à l'avenue du Mashiach. Et, comme le rabbi nous explique dans les Sichot, c'est important que le monde puisse reconnaître l'unité d'Hachem. C'est important que la recherche scientifique et médicale, entre autres, mais la recherche scientifique de manière générale, trouve l'unité à travers le monde. Trouve que les choses sont de plus en plus connectées les unes avec les autres. Tout ça, c'est le monde de Esav. Cette recherche-là, cette recherche scientifique, c'est le monde de Esav. Que Esav puisse revenir à l'idée d'unité d'Hachem, d'Artout Hachem, c'est important. Et pour ça, il faut qu'il y ait comment ça s'appelle ? Il faut qu'il y ait Yaakov qui soit derrière pour pouvoir créer cet impact. C'est ce qu'on appelle de nos jours, dans le monde occidental, les valeurs judéo-chrétiennes. Ça veut dire quoi ces valeurs judéo-chrétiennes ? Ce sont les valeurs judéo, les valeurs de la Torah, que Yaakov a enseigné, a partagé au monde chrétien, au monde de Esav. Donc c'est Yaakov qui va transformer Esav. Et Esav, ce n'est plus le Esav des païens de Romains. Ça a avancé, c'est devenu plus sophistiqué. Alors Mashiach n'est pas encore là, ce n'est pas encore le monde parfait. Mais maintenant, Esav va absorber ces valeurs-là. Et on vit dans un monde, encore une fois, on parle de valeurs qui sont les valeurs de la Torah, en tout cas à la base. Peut-être certaines choses ont été détournées, mais à la base, c'est les valeurs de la Torah. Et on les appelle, Esav nous dit, c'est les nôtres, c'est moi, c'est judéo-chrétien. Ça fait partie de mes valeurs aussi. J'ai absorbé, j'ai accepté le message de Yaakov. Et c'est vrai à tellement de niveaux. La valeur humaine, le jour du repos, etc., etc. La cruauté vers les animaux, les êtres humains. Il n'y a plus d'esclavage dans le monde. Il n'y a plus l'idée de faire souffrir des animaux en vain. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable de nos jours, etc., etc. Tout ça, ce sont des idées de la Torah que Yaakov a su, à travers les années, donner, partager avec Esav. Et que Esav a pu accepter. Que doucement, doucement, on arrive à canaliser, calibrer cette passion, cette force, cette fougue que Esav a. Parce que Esav, encore une fois, c'est le monde de l'extrême. Et l'extrême de Esav, ça peut aller dans plein de directions. Une des directions de Esav, c'est Amalek, malheureusement. Une autre direction de Esav, l'Avdil, c'est des Tanaïm comme Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Rabbi Akiva, avec un mérite tellement grand que Moshe Rabbeinu a dit sur lui que c'est lui qui aurait dû recevoir la Torah. Moshe s'est plaint à Hachem, il a dit, au lieu de donner la Torah par moi, tu aurais donné la Torah par lui. Hachem a dit, peut-être, mais ce n'était pas ce que je voulais. J'ai un plan, j'ai mes raisons. Rabbi Akiva qui nous dit que grâce à lui, on a toute la Torah chez Baal Peh jusqu'à aujourd'hui. Il vient du monde de Esav, c'est une famille de convertis. Donc, Esav, ça peut être l'un ou l'autre. C'est le travail de Yaakov de diriger ça là où il faut, comment ça doit être. Bien sûr, Esav doit l'accepter. Alors, au moment des brachot, Rivka, comme on l'a dit, a créé ce mélange des deux, ce composé des deux. Ça a déclenché un système, un processus. Puis, vient la rencontre, maintenant, après 22 ans, entre Yaakov et Esav. Et Yaakov espère que Esav est prêt. Il envoie ses messagers. Le messager revient en disant « Désolé, Esav n'est pas encore prêt. » Il n'est pas encore là. Et depuis ce moment-là, ça va être l'interaction et la bataille, si on peut dire,
les frictions entre Yaakov et Esav jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va vraiment se retrouver à l'avenue du Mashiach. Mais entre-temps, il y a des frictions. Il y a des pogroms, il y a l'Inquisition, il y a la Shoah, il y a les croisades. Il y a des moments difficiles entre Yaakov et Esav. Des moments très difficiles entre Yaakov et Esav. Mais c'est le travail de Yaakov, petit à petit, de contrôler, de diriger Esav, de l'amener dans la bonne direction. Et c'est ce que Yaakov voulait dire. Et c'est pour ça que quand il envoie ce message à Esav, par l'intermédiaire des messagers, il leur dit les deux choses suivantes. Et je vais commencer par le deuxième. La deuxième chose, c'est Taryag mitzvot shamarti. Je te dis que j'habitais chez Lavan, ça veut dire quoi? Taryag, Garti, ça veut dire Taryag. J'ai fait les 613 mitzvot. Donc de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Viens, on va ensemble, on fait venir Mashiach. Moi, j'ai fait mon travail. Mon travail d'organisateur, mon travail de personne qui va gérer les choses, qui va canaliser les choses, moi, je l'ai fait. Toi, tu es l'artiste, tu as l'inspiration, tu as la passion, la ferveur. Viens, on travaille ensemble. Moi, j'ai fait mon travail. Toi, de faire ton travail. Toi, tu es un monde de la passion. Moi, je suis le monde de la direction. On va diriger cette passion et ce sera extraordinaire. Mais sache que j'ai fait mon travail à moi. J'ai fait les 613 mitzvot. Malheureusement, on revient de chez Esav. On dit Esav n'est pas prêt. Il y a quelque chose d'autre de très important qui Yaakov va dire à Esav. Imlavan Garti, j'étais un guerre, j'étais un étranger. Pendant toutes mes années en exil, je n'ai jamais été assimilé. J'ai toujours été un étranger. Je ne me suis jamais senti confortable en galoute. Je ne me suis jamais senti confortable chez Lavan. J'étais un étranger. Et c'est le même message qu'on a jusqu'à aujourd'hui qu'on dit à Esav. On n'est jamais confortable là où on est. Et c'est ça la galoute. La galoute, c'est qu'on peut être en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. On n'est pas chez soi. Et on le sent, et on le sait. On est des étrangers. Et il faut qu'ils comprennent ça. Des fois, il y a des endroits, des moments où c'est difficile de se sentir un étranger. Quand tout va bien, ou dans un pays où tout va bien, on a du mal à se sentir étranger. On pense qu'on fait partie de la société. On est accepté, on fait partie de la culture. Comme d'ailleurs, à l'histoire de Purim, on est que les Juifs, à l'époque d'Achashverosh, Neinu Mesudato chez le Torah, ils ont profité, ils étaient contents d'être invités au repas d'Achashverosh. Pourquoi? Ils se sont dit, ah, finalement, on a accepté. Voilà, on est même non seulement accepté, mais on est invité aux festivités, on est invité au festin d'Achashverosh. On fait partie de la société. On est intégré. Et dès que ça s'est passé, il y a un décret qui s'est mis en place, le décret de Purim. On n'est pas chez soi. On ne fait pas partie du monde. On n'est pas dans la gashmiyut. Ce n'est pas notre élément. Ce n'est pas nous. Nous sommes les descendants de Yaakov, Yishtav, Yeshev, Olim. On est dans le monde de la Torah. Et si on veut rester juif, si on peut dire, si on veut rester avec cette valeur-là, qui vont être les valeurs qui vont diriger et canaliser et savent, on a besoin d'être resté fidèle à nous-mêmes. On a besoin d'être vrai à ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité juive. Et pour qu'on puisse être vrai et fidèle à notre identité juive, on ne peut pas s'assimiler dans le monde où on est. On ne peut pas. Le moment où on dit, ah, ce monde-là, ce monde physique, il n'y a que ça qui compte. Avoir une belle villa, une belle piscine, une belle voiture, une belle Rolex. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Voilà les choses les plus importantes. Ou bien, finalement, je suis respecté par la communauté non juive, on m'a donné la Légion d'honneur, on m'a donné ci, on m'a donné... Tout ça, ça ne peut pas être important. Peut-être qu'effectivement, c'est important de recevoir une médaille pour faire un Kiddush Hashem. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment là où je me sens à l'aise? Il y avait une histoire avec un chassid du Rabbi Maharash. Et ce chassid, d'habitude, quand il était à l'extérieur de Lubavitch, là où il habitait, quand il travaillait, il portait une veste courte, comme on porte une veste de costume, comme la majeure partie des gens de nos jours portent. Quand il allait à Lubavitch, le Rabbi Maharash, il portait un sartouk. À l'époque, la majeure partie des chassidim portaient le sartouk toute la semaine, une veste longue. C'était ce que les gens faisaient. Donc, quand lui, il ne voulait pas rentrer en costume chez le Rabbi, il mettait son sartouk, comme tous les autres chassidim. Puis après des années, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je vais mentir au Rabbi? C'est pas beau ce que je fais. Que le Rabbi voit ce que je suis vraiment. Donc, il a décidé, la fois d'après où il est entré en Ifridot chez le Rabbi Maharash, il est entré en rendez-vous chez le Rabbi Maharash, de mettre son costume. Il ne voulait pas mentir au Rabbi. Il voulait être honnête avec le Rabbi. Bon, il rentre chez le Rabbi.
Les chidot se passe. Avant de partir, le rabbi a dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? La veste, le surtout. Et il s'explique, il dit voilà, rabbi, ça fait des années, vous savez peut-être pas, mais d'habitude, toute la journée, tous les jours de ma vie, toute l'année, je suis en costume. Quand j'arrive à Lubavitch, je veux faire bonne impression et je m'habille comme un chassid avec une veste longue, avec un surtout. Puis je me suis dit, pourquoi je vais mentir au rabbi? Que le rabbi me voie comme je suis, avec une veste courte. Et le rabbi lui a répondu la chose suivante. Il dit, je sais très bien ce que tu fais. Je sais très bien que tu mets un costume toute l'année. Et quand tu viens chez me voir, tu mets le surtout. Moi, dans ma tête, je me disais que c'est le costume qui est un déguisement. Que toi, vraiment, tu étais un juif avec un surtout. C'était toi. Malheureusement, pour ton travail, pour notre raison, tu devais mettre un costume. Et je pensais que le déguisement, ce n'était pas le surtout, que le déguisement, c'était le costume. Et je suis déçu quand tu me dis que le surtout, c'est un déguisement. Ça aurait dû être ton vrai vêtement. Et ce que tu as besoin de mettre pour le travail, c'est ton costume. Ce n'est pas toi. C'est ce que tu dois mettre pour le travail. Il y a des gens qui doivent mettre un tablier, il y a des gens qui doivent mettre des bottes de protection, il y a des gens qui doivent mettre un casque. Chacun doit s'habiller comme il doit s'habiller pour son travail. Et ça, c'est pas nous. Je pensais que c'est toi, comme ça que tu le voyais, les choses. Tu vois, tu t'identifiais avec le surtout. Et ça fait mal au cœur de voir que tu ne t'identifies pas avec le surtout. Pour toi, c'est le costume. Une fois, à l'époque, ce n'était pas commun pour les RCM de se porter en costume. Et ça me fait la peine de voir ça. Quelle est mon identité? Quand les Juifs étaient en exil, Galot Mitzrayim, il n'y a qu'il y a trois choses qui ne sont pas changées. Au bout du compte, ces trois choses-là sont leur identité. Ils n'ont pas fait beaucoup de mitzvot. Au point où Hachem s'est dit, s'il reste encore une minute de plus en Égypte, ils n'auront aucun mérite pour sortir. Mais il y a une chose qu'ils ont gardée, ou trois choses qu'ils ont gardées, qui au bout du compte, c'était leur identité juive, c'est-à-dire leur nom, non juif, leur langue et leurs vêtements. Ils parlaient en hébreu, s'habillaient comme les juifs de l'époque s'habillaient. Et les noms qu'ils ont gardés, c'était les noms juifs. Ils n'ont pas adopté les noms égyptiens. Et ça, c'est-à-dire leur identité. Et c'est le message que Yaakov dit à Esav. Sache que, après toutes ces années d'exil, la raison pour laquelle je viens te demander est-ce qu'on est prêt à Mashiach, c'est parce que j'ai toujours été un étranger. Je ne me suis jamais assimilé, je n'ai jamais accepté les valeurs non juives de l'endroit où je me trouvais. Je n'ai pas appris de la vanne. Et donc, je mérite la Géoula. Je suis prêt. Et Esav, malheureusement, n'était pas prêt. Et c'est ça le message. Imlavan Garti, sache que pour survivre la galoute, je suis resté vrai à mon identité juive. Et ça, encore une fois, c'était cette rencontre que Yaakov voulait avoir avec Esav pour voir si on peut faire venir Mashiach. Le pasuk continue. Je l'ai mentionné, mais j'aurais partagé un autre point sur ce pasuk. On dit donc Vayali Shav Chamor. J'ai eu des bœufs, ânes, etc. Il y a un Midrash Rabbah, qui nous dit la chose suivante. Chamor Zemelach Mashiach. L'âne, c'est Mashiach. Quel rapport entre l'âne et Mashiach? Shnema, Ani V'ochev El Chamor. On parle de Mashiach comme un pauvre qui voyage à Dodan, qui se transporte à Dodan. Donc, encore une fois, ça renforce cette idée que Yaakov part de l'avenue du Mashiach, se prépare avec l'avenue du Mashiach dans cette rencontre avec Esav. On sait que cet âne-là de Mashiach, c'est un âne qui a déjà été utilisé avant. C'est l'âne d'Avram, avec lequel Avram est parti à Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et c'est l'âne de Moshe, sur lequel Moshe a mis Tzipora et ses enfants, ses garçons, en route vers l'Égypte quand il est parti. Qu'est-ce que c'est que cet âne-là? Il nous dit le Baal Shem Tov, Chamor, c'est les mêmes lettres que Chomer, la matière. La matière. Et quand on dit que Mashiach, c'est Ani V'ochev al Chamor, c'est quelqu'un qui voyage à dos d'âne, c'est quelqu'un qui voyage sur la matière. Il a contrôle sur la matière, sur le monde. Le monde a été transformé au point où Mashiach peut voyager, peut se déplacer grâce à cet âne-là, grâce à la matière qui a été transformée. La matière devient maintenant le support, le véhicule de Mashiach. Le monde matériel, à l'époque de Mashiach, sera le véhicule du divin, le véhicule de Mashiach. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait en étapes et à travers l'histoire. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
le fait qu'on se sert du monde matériel pour la Kedusha, pour Mashiach, on le voit de nos jours. Mashiach n'est même pas encore là. Et voilà ce qu'on en fait. On fait des cours à travers le monde, à travers les fuseaux horaires, à travers les dimensions. Il n'y a pas de dimension. Je suis passé d'un cours à l'autre. L'école Schneor a fait une conférence ce soir. Ils m'ont permis d'intervenir, ils m'ont donné le sroud de pouvoir intervenir quelques minutes. Donc j'étais à l'école Schneor de 19h, de 21h à 21h30. Et tout de suite après, je suis parti à Torah Zoom, à 21h30. Plus de temps et d'espace. En un clin d'œil, on passe d'une conférence à une autre, d'une salle de conférence à une autre. Tout ça, du confort de ma chaise à Miami. Le monde matériel est devenu maintenant le support de la Torah. La matière. Ça a toujours été comme ça, mais on le voit maintenant de manière tellement révélée. La science, la technologie, qui nous permettent d'enseigner la Torah. Alors bien sûr, c'est comme ça, dans le sens où tant que Mashiach n'est pas là, ça peut aller dans une direction et l'autre. Malheureusement, la technologie peut servir des choses qui sont moins nobles que les shurim de Torah. Mais à l'époque de Mashiach, Mashiach sera complètement assis sur cette matière-là, transporté par la matière, parce que la matière sera le véhicule de Mashiach. Et ce processus avait commencé avec Abraham. Abraham était le premier de notre tzadikim dans la Torah qui se sert d'un âme, c'est-à-dire de la matière. De mettre au service du tzadik la matière. Mais Abraham lui-même ne va pas aller sur l'âme. Ce n'est pas Abraham qui est en contrôle pour l'instant de l'âme. Ce n'est même pas d'ailleurs la famille d'Abraham, Tzrak par exemple, c'est juste ses affaires. Abraham va poser sur l'âne ses affaires. Voilà ce qui va se passer. C'est un début. Des générations plus tard, 7 générations plus tard, arrive Moshe. Moshe, lui-même n'est pas encore en contrôle de cette matière-là. Le processus continue à avancer. Et cette fois-ci, c'est la famille de Moshe, les proches de Moshe. Tzipora, sa femme. Tzipora, sa femme, et ses enfants, qui vont se mettre sur l'âne. Donc on avance. Ce n'est pas Mashiach, ce n'est pas encore le libérateur qui est porté par l'âne, mais c'est la famille, les proches. Et bien sûr, encore une fois, Mashiach à la fin. Donc il y a cette progression de l'usage et de l'utilisation de la matière au service de la Torah, au service d'Hachem, au service de Mashiach. Et c'est ce que Yaakov voulait représenter, entre autres, en envoyant ces ânes-là, encore une fois, toujours dans ce concept de Mashiach, qui est que, voilà, je suis prêt à Mashiach, je suis prêt à faire venir Mashiach. Et j'ai commencé déjà à amorcer ce processus de raffinement, de transformation, de purification du monde. Vous voyez les chamors, le Midrash Unizem Melech Mashiach. Donc, on a ces idées-là, on a le fait que on met en place tout ça. Et on arrive, nous, on est déjà plus ou moins vers la fin de l'histoire. Mashiach arrive d'une minute à l'autre, et on voit déjà la réalisation de tellement de prophéties. Alors, bien sûr, les prophéties qui parlent de retour en Israël, on n'en parle même pas. Même ce genre de prophétie, quelqu'un qui va venir, qui va être porté, transporté par la technologie, par le chomer, par la matière des choses. C'est notre expérience de tous les jours, c'est notre expérience par la technologie et autre chose. On se sert de tout ça, de tous ces outils pour la Torah, pour les mitzvot, pour la Géoula. Mashiach arrive, on va poser cette question, comment est-ce que Mashiach va pouvoir enseigner le monde entier? Il y a Zoom. Et demain, il y aura peut-être encore mieux. Si Chat V'Shem Mashiach n'arrive pas aujourd'hui, il n'y en aura que demain. On trouvera peut-être encore mieux. Tout ça dans le monde de Esav, ce n'est pas le monde de la Torah, ce n'est pas le monde de la Kedusha. Zoom, ce n'est pas de la Kedusha. Zoom, ce n'est pas quelque chose qui a été une bracha d'un tzaddik. C'est la technologie de Esav, la technologie du monde occidental au service de la Torah. Donc, on a les réalisations de toutes ces prophéties, on a les réalisations du rêve de Yaakov depuis tellement de temps, où Yaakov et Esav vont pouvoir se rencontrer, travailler ensemble. On en a déjà presque. On arrive à ce moment-là où, tout de suite, très bientôt, comme on dit, Mashiach sera là. On a une collaboration parfaite de Esav et de Yaakov, et que ça vienne tout ça très très bientôt avec la venue du Mashiach. Merci. S'il y a des questions, on peut les prendre. OK. Bonne soirée.